Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce numéro spécial consacré à une nouvelle relation entre la France et le Cameroun. Actualité quand même, le 10 octobre dernier, le président de la République, Paul Biya, était au Fonds mondial pour la 6e conférence. Le Fonds mondial qui est chargé de réunir de l'argent pour lutter contre les maladies comme le sida, la tuberculose ou encore le paludisme. La visite du président en France a fait beaucoup de remue. Je propose que nous en parlions tout de suite avec les invités. Moïse Esso, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes du Code, on vous connaît pour le Code, on vous connaît également pour l'UPC Manidem et également pour Stand Up for Cameroun. Vous vivez en Belgique, bienvenue. Merci. Et puis Paul-Éric Emery, qu'on ne présente plus. Vous êtes un membre très actif du RDPC. Et vous êtes surtout là pour nous parler de la situation, de la nouvelle relation entre la France et le Cameroun. Merci Karine Oriot pour cette nouvelle invitation. Bonjour aussi aux co-panélistes. J'en profite aussi pour saluer amicalement tous vos téléspectateurs. Alors d'un mot quand même sur cette relation Cameroun-France. Ce n'est pas une nouvelle relation, c'est une continuité tout simplement. Très bien. Alors, une continuité entre la France et le Cameroun. On a quand même annoncé que le président de la République était plus tout à fait, ne voulait plus trop venir en France parce que la France mettait un certain nombre de pressions. Selon vous, c'est des fausses informations? Non, je pense que tout ça, c'est des conjectures. Et vous avez très bien pu le voir. Le président Macron a invité, je vous rappelle, c'était une visite officielle. Et pour un sujet qui n'est pas des moindres, quand même, il s'agit là de reconstituer les sommes, c'est-à-dire la cagnotte du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et puis le paludisme, des pandémies qui font quand même assez beaucoup de dégâts. Je ne vais pas dire en Afrique et en particulier au Cameroun. Donc je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a à peu près 500 000 personnes vivant avec le VIH. Et ce Fonds mondial d'assistance aide beaucoup le Cameroun à vraiment essayer de conjurer cette pandémie, à la fois ce sida, la tuberculose et le paludisme aussi. Bon, certes, on observe quand même des progrès, le paludisme baisse, etc. Comme le disait d'ailleurs le président Biya lui-même, qui a été interviewé à l'issue de cette conférence, très importante conférence, il disait qu'effectivement, les pandémies baissent, mais avec la démographie qui augmente, on se retrouve toujours en face à des problèmes qui continuent à augmenter, d'où le fait qu'il fallait augmenter cette cagnotte. D'ailleurs, le directeur de ce fonds mondial demandait à ce que la cagnotte monte jusqu'à 14 milliards, ce qui a pratiquement été atteint. De ce point de vue-là, on peut dire que cette conférence a été une vraie réussite. Voilà. Très bien. Moïse Esso, la venue du président Paul Biya donc, à Lyon à l'occasion de la 6e conférence sur le Fonds mondial. Comment est-ce que vous traduisez ça? D'abord, M. Paul Biya, qu'on ne voyait plus beaucoup, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est l'un des seuls candidats à une présidence de la République qui a fait 15 minutes de campagne et qui a disparu tout de suite après pour faire juste une petite prestation de serment et redisparaître de nouveau. Et donc, manifestement, sa santé semble aller mieux puisqu'on a vu qu'il a fait un discours le 10 septembre et qu'il sort ici en octobre. Donc, cette visite indique simplement qu'il est toujours vivant. Donc ça, on prend acte. Quant à discuter du paludisme et du sida, c'est un prétexte. C'est tout à fait un prétexte. Naturellement que la France-Afrique, dans le système france-africain en Afrique centrale, au Cameroun, a une place prépondérante. Et M. Macron, qui a sous-traité en quelque sorte la politique africaine de la France à Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre de la Défense, actuel ministre des Affaires étrangères, évidemment, n'est pas très présent sur ce terrain-là. Donc, du coup, il a enfin reçu M. Biya, parce qu'il fallait bien qu'il le reçoive. Jusque-là, je pense qu'à mon avis, des raisons de santé l'en avaient empêché. Maintenant qu'il semble aller un peu mieux, donc ils se sont rencontrés. C'est un non-événement. C'est un non-événement parce que la France-Afrique et ses rapports, la France et ses rapports avec l'Afrique, ça continue, comme a dit d'ailleurs, et l'a reconnu mon compatriote ici du RDPC. M. Biya est vraiment un membre du dispositif, un pion essentiel dans le dispositif de la France-Afrique. N'en déplaise à ceux qui le soutiennent et qui prétendent que la France veut l'enlever. J'ai entendu notamment
un ex-opposant devenu ministre de la Justice aujourd'hui, qui prétend que vraiment il a changé parce que M. Biya est le rempart contre le colonialisme. Bon, on vient de constater que tout ça, c'est n'importe quoi. Donc je pense que cette visite, enfin, ouvre les yeux à tous ceux qui prétendent que M. Biya aurait été anti-français et qu'on veut l'enlever, il défend les intérêts du Cameroun, mais il n'en est rien du tout. Donc là, c'est la preuve éclatante. Donc pour nous, c'est un non-événement parce que ça ne fait que confirmer ce qu'on savait depuis. Donc dans la continuité. Un mot quand même, quand il y a 500 000 personnes vivant avec le VIH et que le président fait un déplacement très important pour venir renflouer les caisses de cet organisme, pour M. Moïse Esso, c'est un non-événement. Bon, je pense que les gens apprécieront. D'un autre côté aussi, je pense que... Je pense que oui, non, vous m'avez pris la parole. Oui, c'est Mme Oriol qui l'a distribué. Je ne vous ai pas coupé. Ah ben bon, voilà. Donc, d'un deuxième mot aussi, je crois que Moïse Esso, ici présent, s'est transformé en médecin du président. Il connaît vraiment la situation médicale du président. C'est assez étonnant. Mais est-ce que vous l'entendez, vous, quand on souligne quand même l'absence du président de la République à des rendez-vous très importants? Est-ce que ça, vous l'entendez? Il y a eu des rendez-vous beaucoup plus importants que ce petit forum qui est important pour les patients. D'accord, encore que pour le cas du Cameroun. Encore que pour le cas, non, pour les patients. Ah oui, ça devient important. Quoi. Mais encore que pour le cas du Cameroun, on ne voit pas. C'est un non-événement. Okay. Oui, c'est un non-événement parce qu'au Cameroun, il y a beaucoup de non-événements et ici aussi. Mais encore que l'impact sur le niveau de santé des Camerounais, il sera nul. Parce que depuis longtemps, le paludisme, le sida, les pandémies ne datent pas d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le savoir aujourd'hui? Là, ils ont levé plus de fonds. Depuis 37 ans, M. Biya dit qu'il lutte contre le paludisme. En tout cas, ses gouvernements luttent contre le paludisme, le VIH. On constate que les résultats sur le terrain ne suivent pas. Donc, comme disent mes compatriotes africains ivoiriens, on peut se faire tromper une fois. Premier Gaou n'est pas Gaou, mais deuxième c'est Nyata. Ça veut dire que quand on commence, errare humanum est perseverarum diabolicum, disent les latins. C'est-à-dire que quand on s'est trompé une fois, on a fait confiance à quelqu'un une fois, on constate que les résultats ne suivent pas, continuer de lui faire confiance, ce n'est plus de l'erreur, ça devient de la bêtise. Et donc je pense qu'après 37 ans aujourd'hui, le bilan de M. Biya est là. Donc quand il se promène et que, avec les éléments de langage bien convenus que M. Emery nous assène ici, comme tous les membres du RDPC le font, pour dire que oui, le chef de l'État est venu, il a dit ceci, il a fait cela. Concrètement, ça change quoi? Les téléspectateurs qui nous regardent vivent ça au quotidien. Ce n'est parce que nous ne leur racontons pas leur vie. Ils la vivent au quotidien et ils constatent au quotidien que le niveau de santé des populations ne fait que chuter. D'un mot tout de même, parce que vous savez, on ne vient pas ici pour perdre notre temps, nous sommes là pour apporter la véritable information, l'information juste. Donc le taux de prévalence de cette maladie, de cette pandémie, le sida, était de 4,1% au Cameroun. Il a baissé aujourd'hui, surtout autour de 3,5, 3,7 taux de prévalence. Avec quel taux d'erreur? Avec quelle marge d'erreur? Parce que vous donnez des chiffres, vous voulez fonctionner à la française avec des chiffres. Ce sont des chiffres qui ne sont même pas des chiffres réels. Parce que la statistique au Cameroun est une science abstraite. Celle qui devrait être une science exacte, au Cameroun, la statistique est une science abstraite. Il n'y a aucune statistique de rien qui soit fiable. Et donc, quand lui, il assène des chiffres du RDPC, ce sont des chiffres que le ministère de la Santé leur sert dans leurs officines, mais qui ne correspondent en rien à la réalité. Des chiffres. La réalité aujourd'hui au Cameroun, c'est que les patients vivant avec le VIH ont un protocole de traitement gratuit, vous le saviez. Il faut juste être inscrit, repéré dans un hôpital de circonstances juste à côté de chez vous et vous allez prendre vos médicaments. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Grâce à cette conférence internationale à laquelle le président Biya vient d'assister. Qui a été créée en 2002. Hein. Oui, qui a été créée. Puis c'est la dernière, c'était en 2016. Là, à la troisième année, on en est revenu. Donc les résultats, comme vous semblez les ignorer ou alors tout au moins vous ne les connaissez pas, sur le terrain, les gens qui vivent avec cette pandémie, aujourd'hui, n'ont plus rien à débourser pour avoir leur thérapie. Ça, c'est d'abord un fait. Je pense que vous n'allez pas le contester. L'aspect politique de cette visite, non, parce que je ne vais pas entrer dans le débat. Ça aussi, vous allez le contester, ça? Oui, je vais le contester, mais sur l'aspect politique de la visite. Sur l'aspect politique de la visite, parce que c'est mon domaine de compétence. Et ce que vous racontez... S'il vous plaît. Moi, je suis là pour vous parler des chiffres réels. Je ne parle pas des conjectures que vous avez dans votre cerveau. Moi, je vous dis, aujourd'hui, les malades atteints du VIH ont leur traitement gratuit grâce à ces grandes conférences internationales. À laquelle même, d'ailleurs, le président Biya dit qu'effectivement, le Cameroun a été donateur à hauteur de 3 milliards. Il l'a dit, c'est une réalité, ça aussi. S'agissant du parallélisme, il y a eu une large campagne
les distributions des moustiquaires imprégnés, je pense que c'est jusqu'ici on a été sensibilisé à ce problème. Vous-même aussi, je pense que si vous vous rendez régulièrement au Cameroun, vous avez eu à dormir sous ces moustiquaires imprégnés. Je pense que c'est une réalité que vous n'allez pas nier là. Donc, tous ces facteurs conjurés font en sorte que, du point de vue du paludisme, il y a une meilleure prise en charge. Il a tendance même à baisser. S'agissant de la tuberculose, qui est une maladie qui est le corollaire du VIH, vous savez, c'est une maladie qui fonctionne beaucoup avec le VIH, elle aussi, elle a tendance à être circonscrite aussi. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que les patients vivant avec cette maladie, cette pandémie de VIH, aujourd'hui sont pris en charge gratuitement sur l'ensemble de l'étendue du territoire. Et je crois que c'est à féliciter. Oui. Non, comme je l'ai dit, les éléments de langage de M. Emery, je ne vais pas jouer ce jeu-là, parce que c'est ce que nous servent depuis longtemps les autorités camerounaises, mais je pense que ceux qui nous regardent, parce que c'est quand même destiné à des gens qui vivent au quotidien ce qu'il dit, eh bien, ils apprécieront. Très bien. Bien, juste un mot, parce que bon, ce domaine est très important. Est-ce que vous connaissez la carte médicale de votre pays? Comment ça se passe? Comment est structurée la carte médicale de votre pays? C'est une question. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que... Vraiment, vous la connaissez ou vous ne la connaissez pas? M. Emery veut, comme on dit couramment, noyer le poisson. Non, je ne noie pas. Ça veut dire que la question je parle de ici, concret. non, la question ici n'est pas... Ça, vous ne savez même pas, mais vous voulez parler. Jeux de IC. Non, nous parlons de la vie des gens. Nous parlons de l'avenir des jeunes Camerounais. Oui. Nous parlons de ce que vivent des populations dans le nord-ouest ou le sud-ouest aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans des échanges de savoir la carte médicale du Cameroun. C'est une carte médicale qui existe depuis très longtemps, mais ce dont on parle, c'est au quotidien. Comment vivent les populations et comment sont-elles soignées aujourd'hui à Kumba. En termes de prévention Non, même simplement, mais non, nous parlons de système. Parce que ici, la mauvaise santé des populations camerounaises, la dégradation de l'éducation et du niveau de l'enseignement au Cameroun aujourd'hui, qui n'est pas seulement due au fait que l'école est devenue ce qu'elle est devenue à cause de la mauvaise manière qu'elle a d'être organisée, les Camerounais sont des gens très intelligents. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais une éducation nationale ne peut pas produire un résultat escompté lorsque le système est mal organisé, indépendamment de la qualité des élèves ou même des professeurs. La manière dont on a paupérisé les professeurs aujourd'hui indique bien que l'éducation, la santé ne sont pas des préoccupations pour ce régime. Maintenant, il y a des raisons, ce que je l'ai dit, il voulait sortir, il fallait bien qu'il y ait une conférence, il y avait quelque chose, à l'occasion il a rencontré Macron. Voilà, maintenant, tout le tralala autour, l'écran de fumée autour, le paludisme, le VIH, je ne vais pas commencer à respirer la fumée que M. Emery veut nous servir et servir aux auditeurs aujourd'hui. Nous venons sur l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, le régime camerounais est un pion essentiel de la France-Afrique. La question que vous nous posez, c'est les relations. C'est un pion essentiel de la France-Afrique en Afrique. Est-ce que pour vous, une question pour qu'on avance, est-ce que pour vous aujourd'hui, si le président Paul Biya ne s'était pas présenté à ce Fonds mondial, pour vous, ça aurait été une rupture entre la France? Mais pas du tout, parce qu'il y a plusieurs rendez-vous précédents auxquels... Mais quand on est un pays sous-développé comme le nôtre, est-ce qu'on n'est pas obligé d'entretenir des relations, des partenariats avec un certain nombre de pays développés? On est obligé d'entretenir des partenariats avec tout le monde. À la bonne aussi bien avec les pays comme Cuba, aussi bien avec des pays comme l'Iran, aussi bien avec des pays comme la Russie, comme la Chine, bon, je ne vais pas citer parce qu'on en a déjà, qu'avec la France. Mais ici, justement, il se trouve que M. Biya ne se déplace jamais que lorsque on le siffle, excusez-moi l'expression. Parce que ici, justement, le rapport à Macron, qui est de loin presque son petit-fils, le rapport en termes d'âge, le rapport à M. Macron, c'est un rapport de suzerain à vassal. Et donc, à ce niveau-là, lorsqu'il vient, c'est parce que bon, il se sent un peu mieux, comme je dis, et puis en plus, il vient... Bon, ici, il n'aurait pas dit qu'il est le meilleur élève de Macron, ça ne le ferait pas, comme on dit ici en France, mais n'empêche qu'il est quand même dans cette logique de continuité de la France-Afrique. Donc pour moi, je ne pense pas que c'est tellement par intérêt pour les Camerounais qui souffrent du paludisme et du VIH que M. Biya s'est déplacé. Il ne s'occupe pas des Camerounais. Ils le savent. Il n'apparaît pas, il ne dit rien, il ne prend pas de mesures. Même... Bon, il a quand même parlé en septembre. Non, attendez, oui, il a parlé en septembre, comme je dis, parce qu'il y a eu des pressions. Septembre, on va en reparler, nous y reviendrons, j'espère. Et donc là, il y a eu une pression internationale, on va revenir dessus. Mais M. Biya, même, je dis bien même, quelque chose qui, pour moi,
est relativement important, même si j'estime qu'il vaut mieux une meilleure école et une meilleure santé qu'une superbe Coupe d'Afrique. Mais même ce qui donne la joie aux gens, la Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas été capable, en tant que manager supérieur de l'État, de faire en sorte, on disait le jour dit, le jour dit, le jour dit est venu, il ne s'est rien passé. Donc je pense que M. Biya ne s'occupe pas des problèmes des Camerounais. Très bien, on va laisser M. Paul finalement, Paul-Emery répondre. On parlait d'une conférence, et là on entend toute une liturgie qui a comme sous-bassement des dogmes. Tout ce qu'on vient d'entendre là, c'est pas quelque chose... La réalité. Non, s'il vous plaît, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre chez vous, tous ces UPCistes-là qui ont du mal à voir que les choses bougent, les choses avancent. Et effectivement, ils ont ce credo-là depuis longtemps. Là. Donc bon, ça, c'est leur affaire. Maintenant, est-ce que les Camerounais vous suivent dans ces credos-là? Ça, c'est une autre chose. S'il vous plaît. Ils vivent le régime de vous ai pas coupé. Ils ne suivent pas. Je vous ai pas coupé. C'est différent. S'agissant précisément de cet hôpital de combat dont il a évoqué tout à l'heure, le ministre Maouda Manaché a signé récemment là, le chèque pour 650 millions de francs CFA. Cet hôpital sera reconstruit, qui a été brûlé par des sécessionnistes. Ça, vous êtes au courant de ça. Mais on va y arriver de pourquoi est-ce qu'il a fallu pousser les gens à poser des actes pareils. S'il vous plaît, là, moi, je suis toujours au niveau médical. Je ne suis pas en train de faire... L'écran de fumée qu'il y a autour de... On vous pose une question sur la conférence. Non, vous êtes déjà en train de parler sur le système éducatif, sur le néocolonialisme, etc. Si il veut reprendre la main politiquement, alors il a profité de quelque chose dont il ne s'occupe jamais quand il est au Cameroun. S'il vous plaît, pour qu'on avance, il faut à minima qu'on puisse répondre aux questions qui nous sont posées. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez répondu aux questions qui vous ont été posées? Et vous-même, vous avez cette impression? Moi, je pense que là, vous êtes complètement à l'ouest. Donc, permettez-nous de revenir sur les questions qui sont posées. Les questions qui sont posées, la question qui a été posée concerne la relation entre la France et le Cameroun. La question posée, c'était sur la conférence. C'était la relation entre la France et le Cameroun. Et encore même, sur cette relation, je vous l'ai dit, c'est pas une relation qui est nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, monsieur. Elle n'a jamais été rompue. Vous ne saviez pas que la France et le Cameroun ont des relations depuis quand c'est ce que je vous dis. Bon, vous m'entendez, mais vous ne m'écoutez pas. Je vous dis que ce n'est pas une relation qui est nouvelle. Oui. C'est une relation qui est là depuis longtemps. Voilà, donc ça veut dire que M. Biya continue de servir les intérêts de la France. Vous êtes en train de l'analyser sur le prisme de votre néocolonialisme. D'après vous, il défend les intérêts du Cameroun ou de la France au Cameroun? Qui constitue une véritable liturgie pour vous. Je sais que... Et pour vous, la liturgie, c'est M. Biya, un homme de 87 ans, que vous n'arrivez même pas à l'intérieur du RDPC à remplacer. Madame Oyo, je pense qu'on a été extrêmement clair sur ça. Votre question sur la nouvelle relation avec la France, je vous ai dit qu'au plan diplomatique, il n'y a pas eu de... Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de rupture de relations diplomatiques avec la France. Alors j'aimerais qu'on revienne, justement, comme vous dites ça, j'aimerais qu'on revienne sur la présidence, notamment de Nicolas Sarkozy, et puis la présidence de François Hollande, pour revenir sur la relation entre justement le palais d'Etoudi et puis l'Élysée, qui est quand même passé par une courte visite de François Hollande, il me semble que c'était 6 heures, au Cameroun, et sous l'impulsion quand même des patrons français d'une partie du MEDEF qui avait insisté parce que ça grognait un tout petit peu au Cameroun. Nicolas Sarkozy, je n'ai pas le souvenir qu'il se soit rendu... François Fillon, qu'il se soit rendu, voilà, mais c'était plutôt effectivement le Premier ministre. Est-ce que selon vous, alors avant ça, il y a eu Jacques Chirac, il y a eu François Mitterrand. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les relations entre la France et le Cameroun sont toujours dans cette continuité, puisque Paul Biya est au pouvoir depuis 1984? La personne la plus autorisée a répondu à votre question lors de la dernière conférence ici à Lyon, pour dire que ces relations sont là, elles sont toujours excellentes, voilà, tout simplement. Très bien. Moïse, oui, si on doit revenir effectivement depuis François Mitterrand jusqu'à aujourd'hui Emmanuel Macron, la relation entre la France et le Cameroun, d'un point de vue pas seulement politique, mais d'un point de vue économique aussi. D'un point de vue économique, on sait tous la prédation qu'exercent les entreprises multinationales françaises sur l'économie camerounaise. Et je pense d'ailleurs qu'ici, nous avons mené des actions en collaboration avec des collectifs contre la prédation de Bolloré sur à la fois certaines entreprises de production de bananes ou d'autres au Cameroun. Donc c'est une relation qui continue, une relation
d'impérialisme. Je sais que M. Emery, quand il entend le mot impérialisme, il saute au plafond parce qu'on les a conditionnés à considérer que c'est la normalité d'être exploité. Mais c'est une réalité que cette exploitation continue. Et donc, c'est une relation, comme il l'a dit, dans la continuité, mais nous précisons, de l'exploitation du peuple camerounais. Et là, M. Biya joue parfaitement son rôle, qui est celui de défendre les intérêts des Français contre celui du peuple camerounais. Et qu'à ce niveau-là, les entrepreneurs camerounais, même dans une relation de concurrence avec les entreprises françaises, ne sont pas soutenus. Il y a des procès. Ici, il y avait un chef d'entreprise camerounais qui s'était retrouvé en procès et qui n'a reçu aucun soutien de son propre pays. Donc, c'est la preuve que les relations commerciales, pour prendre le cas que vous dites économiques, sont toujours des relations de suprématie, de domination. Politiquement, on n'en parle même plus. Alors, par contre, ce que je voudrais relever, dans le schéma que vous avez dit, il y a quand même eu une petite inflexion qui n'a pas duré longtemps, qui était celle de Hollande. Parce que qu'a fait Hollande? Il est venu, comme vous avez vous-même dit, pressé par les entreprises qui savent qu'il fallait quand même qu'il fasse un tour pour que le régime camerounais continue de se sentir soutenu dans son rôle de suzerain. Eh bien, il a quand même dit qu'il y avait eu au Cameroun, il a démenti Fillon, il a dit qu'il y avait eu au Cameroun un contentieux historique entre la France et le Cameroun. Et avait même appelé à lever les archives. Oui. Mais justement, cette histoire, il faut que les Camerounais continuent de se l'approprier pour que les relations entre le Cameroun et la France changent. Ce n'est pas seulement au niveau des États et des régimes et des gouvernements que ça doit continuer. Parce qu'effectivement, tant que nous laissons M. Biya être notre soi-disant, mais il ne l'est pas, être officiellement le représentant du Cameroun auprès de la France, on continuera d'être dominé. Mais quand cette histoire va sortir, l'histoire... Qui selon vous peut représenter le peuple? Ceux qui représentent le peuple, il y a déjà la diaspora, qui est comme une sorte d'ambassadeur du peuple camerounais ici. Les citoyens camerounais, et les organisations camerounaises. La diaspora, dans toute communauté, dans tout pays, il y a toujours eu des gens qui ont vécu à l'extérieur de la terre de... Mais la diaspora peut-elle représenter un État? Non, pas représenter un État, mais je parle de représenter le peuple. Parce que la diaspora représente le peuple dans ce que des associations, par exemple, il y en a beaucoup qui envoient des livres au Cameroun. Mais est-ce que l'association peut jouer le même rôle qu'un élu, qu'un représentant, qu'à l'Assemblée nationale? Il faut savoir qu'une communauté et une société se développent sur 3 piliers. Il y a le pilier de l'organisation, de l'État organisé. Il y a le pilier qu'on appelle couramment de la société civile. Et puis il y a le pilier des personnalités qui peuvent porter une cause et qui font de cette cause quelque chose qui la fait avancer plus rapidement qu'un État. Ce sont les 3 piliers. Il n'y en a pas un seul. Donc, une société civile bien organisée, et je n'aime pas prendre cet exemple parce qu'il est parfois discriminatoire, il est parfois un peu même utilisé à contre-courant, mais on sait très bien qu'il y a un État au Moyen-Orient qui arrive à tenir tête à tous les autres États à cause, pas seulement de ses ambassadeurs, mais d'une société civile et organisée dans les autres pays en diaspora. Ce qui signifie qu'effectivement, il n'y a pas que l'État qui peut représenter une communauté. C'est assez étonnant comme vision. C'est-à-dire que... C'est Israël, c'est ce qu'Israël fait. C'est la société civile israélienne de la diaspora qui fait la force d'Israël sur le terrain. Ce n'est pas les ambassadeurs, ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas le Premier ministre. Donc voilà. Et la diaspora camerounaise, excusez-moi, la diaspora camerounaise est très efficace à ce niveau. Il y avait le ministre Eyebe Aïssi qui avait fait à l'époque un tour ici pour essayer de légitimer cette diaspora, 4,5 millions de personnes, qui envoie beaucoup d'argent, qui est active à tous les niveaux, aussi bien économiques. Est-ce que vous avez des statistiques? Parce que quand on parle de la diaspora camerounaise, j'ai l'impression que... Est-ce que vous avez des statistiques sur les personnes qui sont notamment inscrites sur les listes électorales, qui peuvent... On en avait parlé la fois passée. Bien sûr, oui. Qui peuvent... les listes électorales, vous-même, vous avez vu, c'était des 1000, 2000 personnes. À Bruxelles, il y avait 150 personnes. Ce n'est pas que les Camerounais ne s'intéressent pas à leur pays, puisque tous ceux qui sont Camerounais, aujourd'hui, il n'y a pas un seul Camerounais qui peut dire qu'il passe toute une année sans envoyer 100 € à quelqu'un quelque part au Cameroun. Mais cette même personne qui est au téléphone quasiment tous les jours avec le Cameroun, pour plusieurs raisons, pensez-vous que quand il faut s'inscrire sur une liste électorale et qu'il ne se déplace pas pour aller s'y inscrire, ça indique quoi? Mais comment on peut changer les choses si on n'est pas inscrit sur les listes électorales? On va juste laisser... on va laisser Paul... Ça indique un désintérêt total du régime camerounais. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on l'a vu à la dernière élection présidentielle, malgré tout l'effort de M. Libi, soi-disant 11 millions, il n'y avait même pas 6 millions d'inscrits.
Et donc, ceux qui ont voté, même selon les chiffres du régime, hein, qui ne sont pas, qui depuis longtemps sont des faux chiffres, il n'y a pas plus de 4-5 millions de votants. Il y a un conseil constitutionnel qui est là aujourd'hui. Oui, oui. C'est une avancée démocratique, donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Et donc, ces gens-là, il n'y a même pas 5 millions. Madame, or, ces personnes, pourquoi même au Cameroun, les gens ne s'inscrivent pas? Non, parce que ce régime est honni. C'est une réalité. On va juste le laisser. Donc, on appréciera, hein, c'est-à-dire sur le mode de représentativité de cette population, quand M. Moïse Esso vient nous dire ici qu'un élu, c'est-à-dire un conseiller municipal, un député, un sénateur n'est représentatif de rien. C'est parce que j'ai dit. Vraiment, il faudrait qu'on s'étonne. La diaspora, on parle de l'étranger, monsieur. Vous n'avez pas encore permis qu'il y ait des votes. Pour l'instant. Oh, ben, vous n'avez pas encore permis qu'il y ait des députés de l'étranger. S'il vous plaît, on y vient. Oui, voilà. Alors là, je pense que vous êtes en train de... Le mode de représentativité, il fallait que ce soit redit. Il fallait que ce soit clair dans votre esprit. C'est clair dans mon esprit. C'est dans le vôtre qu'apparemment ça a été difficile. Parce que la démocratie, on passe par un suffrage universel que vous reconnaissez vous-même. Et pour ça, il faut gagner des élections pour être représentatif du même peuple. Les élections bien organisées, naturellement. Elles sont bien organisées jusqu'ici. Au Cameroun? Mais il y a eu combien de candidats à la Au Cameroun, elles sont bien organisées? Je pense qu'il y a un satisfait général. Écoutez, Madame Orio, comme il dit que les élections sont bien organisées au Cameroun, je ne vais même pas rajouter. Je pense que les spectateurs de Canal 2 vont rigoler tout seuls devant la télé. On va le laisser finir et après vous pourrez réagir. Sur les listes électorales, il y a une liberté. Les Camerounais sont libres d'aller s'inscrire ou ne pas s'inscrire. C'est encore une liberté de l'individu. Vous n'allez pas forcer les gens à vouloir aller s'inscrire. Je pense que les gens sont libres, non? Oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, ceux que ça intéresse et qui viennent s'inscrire et qui vont jeter le bulletin. Aux dernières élections ici en France, il y avait combien d'inscrits? S'il vous plaît. Il y avait combien d'inscrits? Est-ce que vous pouvez laissez-moi développer? Est-ce que vous connaissez le nombre d'inscrits qu'il y a? Moi, je le sais. Vous ne le savez pas. Non, il y avait combien? Moi, je le sais. Vous ne savez pas. Non, mais si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Précisément, il y avait 800 personnes inscrites. Sur les 800 qui sont inscrites, il y a combien de Camerounais immatriculés à l'ambassade du Cameroun? À l'ambassade du Cameroun, actuellement, la représentation diplomatique reconnaît 50 000 Camerounais vivant de façon régulière en France. Voilà, et sur 800 sur 50 000. Les téléspectateurs apprécieront le taux d'inscription. Si on peut juste poursuivre. Continuez, monsieur Emery. Vous voyez comment ça se passe? 800 sur 500 000. Les chiffres, je ne les connais pas. Moi, je les connais. Non, 800 sur 50 000. Non, je voulais que vous-même vous mettiez en phase le taux d'inscription. Allez-y. Tous les partis. Non, allez-y, continuez. Tous les partis. 800 sur 50 000, allez-y. Tous ces partis étaient représentés une fois, à la fois le RDPC et tous les partis d'opposition, MSC, l'UPC, etc. Tout le monde. Non, l'UPC n'était pas dedans. Bon, l'UPC Manidem, non. Parce que en tout cas, on ne vous a pas empêché de le faire. Ah si. Personne ne vous a empêché de le faire. Mais ce n'est pas le propos. Non, mais Madame Orio, je tiens à le dire, parce qu'il faut que les téléspectateurs le sachent. Pour en revenir, vous ne pouvez pas fuir sur ce point-là. On va juste le laisser finir et après vous pourrez répondre. Excusez-moi. L'UPC Manidem, non. Pourquoi? Parce que nous sommes le seul parmi les 300 partis légalisés au Cameroun qui n'est toujours pas autorisé malgré 2 arrêts de la Cour suprême, votre Cour constitutionnelle, et un arrêt de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et depuis 20 ans, l'UPC Manidem, l'UPC des fidèles, n'est toujours pas autorisé à mener ses activités. Donc, je ferme cette parenthèse pour dire, quand vous parlez de l'UPC Manidem, ne mettez pas l'UPC Manidem dedans. Très bien, on va le laisser répondre. L'idée, c'est que vous devez mettre de l'ordre chez vous, parce que non, nous sommes en ordre. On est comprend. Nous sommes en ordre. Parce qu'il y a tellement de factions du PC que, bon, aujourd'hui, on ne sait pas avec laquelle on peut discuter. Nous sommes en ordre. L'UPC Manidem est connu, Madame Orio n'a pas invité quelqu'un d'autre. Là, c'est une information, parce que visiblement, vous manquez d'informations. C'est-à-dire que sur les 800 personnes qui se sont inscrites... Il y avait 600 militants RDPC, allez-y. Non, mais sur les 800 qui se sont inscrites dernièrement, 400, à peu près 420 ont exprimé leur suffrage. En plus, donc il y a même qui ne sont pas venus. Sur ces résultats-là, le président Biya est sorti en tête ici. 420 personnes sur 50 000. À Paris. Vous êtes heureux. Le deuxième et vous glorifiez de ça. Était le MNC. Et vous le vous glorifiez de 420 votants. Ce qu'on est en train de dire, c'est que démocratiquement, les élections ont été organisées. Vous savez qu'il y a des pays où, en dessous d'un taux de participation, on annule. Vous savez ça? J'arrive pas à vous comprendre. Allez-y. Vous manquez d'informations, on vous donne l'information. Non, mais vous savez que démocratiquement, en dessous d'un taux de participation, on annule. Je ne sais pas où on va arriver comme ça. 420 sur 50 000. On était sur la diaspora à l'extérieur des frontières. Peut-elle représenter
Est-ce que vous entendez ce propos aussi? Bon, peut-être qu'on va aller plus vite que vous ne l'aviez prévu, parce que là, on déborde déjà dans le cadre du grand dialogue national. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas encore là. Nous en sommes à la proposition faite par M. Moïse Esso qui dit, voilà, le président de la République n'est pas obligé, lui, de nous représenter, mais la diaspora peut être organisée pour représenter... Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas obligé de nous représenter. Hein. J'ai dit clairement qu'il n'y a pas que lui pour représenter le Cameroun à l'étranger. Il n'y a pas que lui. Bon, c'est une idée. Hein. Je lui en laisse la paternité, mais à moi, ce qui me concerne, je sais que pour être représentatif du peuple, pour quelque chose comme ça, il faut passer par un suffrage des élections. Je crois que vous connaissez le mot. Et ensuite, si vous êtes élu, vous êtes représentatif. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'autre Très bien. Alors, je propose qu'avant que l'on passe à la deuxième partie de l'émission, qu'on regarde quand même 3 petites vidéos qu'on a sélectionnées. Une première vidéo sur Emmanuel Macron qui fait un commentaire sur Paul Biya. Et puis ensuite, on regarde les propos du chef de l'État, Paul Biya, à Lyon. Et pour finir, quand même, encore une petite vidéo pour inciter donc, les gens à faire des dons pour le fameux Fonds mondial. Et ensuite, on continuera le débat. J'ai eu Paul Biya au téléphone avant de venir à l'Union africaine. D'abord parce que je savais qu'il ne serait pas présent. Comme je visitais un de ses voisins, il était important que nous ayons un échange. Écoutez, nous avons parlé des grands sujets en cours. Le Cameroun a clairement un défi qui est la cohésion, la stabilité de l'État. Nous savons les tensions qu'il y a dans la région anglophone. Et là aussi, j'ai apporté tout mon soutien au gouvernement pour qu'il puisse justement aller vers la stabilité. Je pense que la stabilité va aussi vers la reconnaissance, des éléments de pluralisme, parfois de décentralisation qui permettent de régler ces problèmes et ces tensions. Je pense que ce dont la région a besoin, c'est de stabilité. Et ce dont la région a besoin, c'est d'ouverture, de trouver les bons modèles de régulation. Ce n'est pas au président de la France de le dire, mais d'accompagner toutes ces réformes de décentralisation, de liberté régionale qui sont offertes dans un cadre national clair. Je pense que beaucoup de ces sujets aussi peuvent trouver une issue favorable par une meilleure intégration régionale. Et je l'ai dit, moi je crois beaucoup à la force de l'intégration régionale, pour le Nigeria comme pour le Cameroun, au sein de la CEDEAO. Et tout ce que la France peut faire pour faciliter, y compris dans le cadre d'une politique monétaire qui devrait être repensée, la France le fera. J'ai eu un entretien avec le président Macron. Nous avons évoqué évidemment les problèmes du Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le palu, le VIH. Mais on a abordé aussi quelques problèmes de coopération. Il m'a demandé comment s'est déroulé le grand débat. Je lui ai fait un compte rendu du déroulement du débat. Et puis on a fait un tour d'horizon de la coopération entre les deux pays pour constater que cette coopération allait bien. Un mot sur l'engagement du Cameroun contre le sida? Nous sommes engagés, nous avons contribué pour au moins 3 milliards pour le programme qui vient. Et le Cameroun est un des pays qui bénéficie de l'argent du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, le palu et la tuberculose. C'est une organisation que nous soutenons beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous Est-ce que les voitures du fonds n'arrivent toujours pas à atteindre les 14 milliards? Mais le président de la conférence a décidé de bloquer les gens. Je ne dis pas que nous sommes des otages, mais on les presse. On va y arriver, je crois. Est-ce que vous êtes inquiet de l'évolution du paludisme ces dernières semaines, ces derniers mois sur le terrain, notamment dans votre pays? Et chez nous, ça évolue, ça a baissé, mais avec la poussée démographique, évidemment, il faut toujours s'adapter. Nous sommes décidés à combattre cette pandémie. Il ne faut pas se décourager. Monsieur Biya, hier on a pu parler à des jeunes qui sont venus justement du Cameroun, du Niger et d'autres pays africains, et eux nous expliquaient qu'il était temps que les présidents africains justement mettent eux aussi la main à la poche. Est-ce que vous allez annoncer une contribution plus importante aussi? J'ai annoncé une contribution. Pour nous, c'est 3 milliards de francs CFA, c'est pas rien, c'est une bonne contribution. Et on va continuer à contribuer. Merci beaucoup. Merci. On va vous dire les choses, on va vous dire toute la vérité. Donc, depuis ce matin, on s'agite. Depuis ce matin, ont augmenté leur contribution.
l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Luxembourg, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et je veux remercier en particulier les Émirats arabes unis et le Qatar qui chacun ont mis 50 millions. On leur a demandé un gros effort et ils l'ont fait. Et il y a eu un très gros effort qui a été fait par Arménie et l'Azerbaïdjan. Et je veux aussi les remercier parce qu'ils ont substantiellement augmenté leur contribution. Et ce qui montre que quand il y a une cause commune, on sait se réconcilier. Ensuite, il y a des nouveaux donateurs de cette contribution. La République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Eswatini, Cameroun, RCA, Burundi, Niger, Burkina, Monaco, Malte, Guinée équatoriale, Mali, Grèce, Ukraine, qui ont là aussi fait un pledge nouveau, avec en particulier une mobilisation de pays africains qui donne 2 fois plus que la dernière fois. Alors tout ça combiné, tous nos efforts de la matinée combinés, nous amènent à 13 milliards 800 millions d'euros. Donc il manque 200 millions d'euros. Donc d'abord, s'il y a des dernières volontés, c'est maintenant. Alors face à ça, on s'est retrouvés à quelques-uns avec Peter et Bill, et on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire nous. Et donc, je sais la demande qui était faite à la France, de ne pas simplement faire 15% d'augmentation, mais d'aller, on me l'a encore dit ce matin, à 20. Donc nous allons mettre 60 millions d'euros en plus côté français à notre contribution pour faire les 20%. Et Bill, comme à chaque fois, m'a dit, alors si c'est ça, je match. Et donc il mettra aussi 60 millions. Donc on met 120 millions. Donc on est à 13 milliards 920 millions d'euros. Quand je vois tous les coups de fil qu'on a passés ce matin, je pense qu'on peut raisonnablement dire qu'on est à 14. Mais comme on a décidé de ne pas s'arrêter là et qu'on a pris des engagements et qu'on sait qu'on se bat pour vous, Bill a lancé les choses tout à l'heure avec Bill, avec Bono, avec Peter et l'engagement de la France. On s'engage à lever en plus de ça au moins 100 millions de dollars supplémentaires pour pouvoir être au moins aux 14 milliards promis d'ici aux prochaines semaines. Et je suis convaincu que début décembre, on peut arriver à faire les annonces supplémentaires qui nous donneront cette visibilité entière et complète. Donc je peux vous dire aujourd'hui raisonnablement qu'on atteindra les 14 milliards, on a pris nos responsabilités, je sais qu'il y en a quelques-uns encore qui veulent faire plus dans les prochaines semaines, et donc on y est. Non, merci à toi. Thank you. Alors, on vient de regarder ces vidéos. Un dernier commentaire, parce qu'on doit passer quand même à l'autre sujet. Moïse Esso, la vidéo donc, prononcée il y a quelques mois, le président français Emmanuel Macron sur le Cameroun. Que pensez-vous des propos du chef de l'État français ?
je pense que ce que nous avons vu là tout à l'heure fait partie de tout ce qui a obligé un petit peu M. Biya à faire semblant de dialoguer. Et je dis bien dialoguer, hein, pas dialoguer, c'est un jeu de mots. Et donc, voilà, moi je vois ça comme ça. C'est-à-dire que c'est ce type de discours, et sans compter les discours privés avec les autorités camerounaises, la pression qu'ont mise. Et d'ailleurs, il faut les féliciter, tous les membres de la diaspora que nous sommes, la diaspora activiste, qui a mené pas mal d'actions qui ont mis en lumière la situation du Cameroun et puis les États-Unis d'Amérique. Donc je pense que ça fait partie de tout ce qui a mené au discours du 10 septembre. Vous savez, sur les éléments conjoncturels, avant même d'aborder ces aspects, je pense qu'on est quand même en situation, pour ceux de l'opposition, de dire quand même merci au président Biya. Parce que tout le monde a demandé des mesures d'apaisement, etc., etc. Ça a été fait par le président Biya. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun écho qui nous revient pour dire merci à la magnanimité du président Biya. Et qui est là, qui est en train de rechercher la paix que tous les Camerounais sont en train de réclamer à corps et à dia. À savoir que il y a un discours qui tend à montrer que le président Biya a agi sous des pressions à la fois internes et internationales. Je vous dis qu'il n'en est rien. Il n'en est rien du tout. Le président Biya, dans sa sagesse et dans son expérience accumulée, a vu quel était le chemin qu'on devait emprunter. Et ce chemin s'appelle le grand dialogue national. Je crois qu'on va l'évoquer là tout à l'heure. Oui, bien sûr, c'est ça permet de faire la transition. Exactement. Donc, je pense que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Un dialogue qui, de notre point de vue, s'est très bien déroulé, très bien passé. Bon, je pense qu'on est là pour en parler. Oui, Zesso. Oui, M. Emery parle de sagesse pour quelqu'un qui a mis 3 ans à se rendre compte qu'il fallait faire ce qu'on lui demande depuis 3 ans. Bon, il a une curieuse définition de la sagesse. Mais pour ce qui concerne le dialogue national, ben, il est clair que depuis le début de cette crise, depuis novembre 2016, très rapidement, il est apparu qu'il était indispensable de réunir les gens autour de la table pour soulever des problèmes qui étaient latents depuis des années. Donc ce n'est pas une crise de génération spontanée, c'est quelque chose qui court. Quand M. Aboua Machoyi, qui s'y connaît très bien, il ne va pas dire qu'il n'est pas un homme de l'opposition, écrit ce qu'il avait écrit tout au début, y compris même M. Penda Ekoka, même si entre-temps il a changé de camp, mais lorsqu'il l'écrivait, il était encore conseiller spécial de M. Paul Biya, eh bien, toutes ces personnes qui ne sont pas, enfin, peut-être Penda Ekoka aujourd'hui, mais Aboua Machoyi et d'autres, qui ne sont pas des gens de l'opposition, avaient clairement indiqué qu'il fallait rapidement engager un dialogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Le régime, comme d'habitude, a fait quoi? A mis en prison pendant plusieurs mois. Maître Agbombala, par exemple, qui est une des icônes des revendications qu'on appelait catégorielles à l'époque, a été quand même mis en prison plusieurs mois. Ce n'était pas pour dialoguer, c'était pour lui fermer la bouche, comme on dit couramment. Mais on ne va pas revenir sur ce. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, M. Biya fait le dialogue en position de... En fait, il a été acculé, ce n'est pas de la sagesse. Il ne faut pas qu'il nous fasse croire qu'il s'est réveillé 3 ans après et dans son infinie sagesse, il a dit, tiens, il faut dialoguer. Non, on l'y a poussé. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un mauvais dialogue, parce qu'il ne l'a pas fait de bon cœur. Et on va y arriver. Le dialogue très bien. Un mauvais dialogue. Alors, on passe. Ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue. On passe à la deuxième partie de cette émission. On a commencé cette première émission en parlant effectivement de la présence du chef de l'État au Fonds mondial, mais on parle également du grand dialogue qui est en tout cas l'issue, les conclusions de ce grand dialogue doivent permettre, selon vous, à la consolidation de la paix sur tout le territoire. Un fait nouveau quand même, tout de même, c'est qu'à Sang-Melima, vous avez vu comme moi, il y a des violences qui font surface. Comment selon vous, Paul-Éric Emery, comment selon vous, on peut parler aujourd'hui effectivement de paix dans un contexte qui reste tout de même encore hyper tendu? Cette paix, elle est indispensable. Et tous les Camerounais s'en rendent compte de toutes les obédiences. Je vais rappeler ici un fait particulièrement dramatique, l'assassinat sauvage de notre compatriote Florence Ayafor, qui me laisse vraiment sans voix. Et vous comprenez pourquoi, et effectivement, ce dialogue a vraiment toute sa place et toute son importance.
S'agissant de la situation à San Melima, bon, je pense que c'est une mésentente sur une conjonction de deux assassinats, un vol, machin, tout ça, qui ont conduit à des petits échauffourées. Je pense que la situation est maîtrisée aujourd'hui à San Melima. Alors, s'agissant donc de ce grand débat, je ne vais pas le rappeler ici, il y avait 8 commissions qui ont été appelées à réfléchir sur un certain nombre de sujets. Peut-être que celui qui nous intéresse principalement ici, peut-être, ou alors c'est celui qui est relevant concernant la diaspora. Non, la question est de savoir, je réitère mon propos, oui. C'est de savoir si vous pensez que les conclusions du grand dialogue aujourd'hui vont permettre de maintenir un climat de paix et que dans les régions NOSO, oui. Les habitants pourront s'y installer. Qu'est-ce qui est prévu concrètement? Dans ce grand dialogue ont été invités vraiment toutes les personnes intéressées par le débat, y compris ceux qui étaient les séparatistes. Il y a une main tendue que le chef d'État a offerte et je pense qu'il fallait saisir cette main tendue. Donc, du coup, les conclusions de ce grand dialogue sont en train d'être formalisées. Pour la fin, là-dedans, il y a un certain nombre de propositions à court et à moyen terme. Bon, le président national, Paul Biya, l'a dit à travers un tweet que ces propositions allaient faire l'objet d'un examen et qui amèneront nécessairement soit des nouvelles lois, etc. etc. Donc, bon, pour l'instant, il est trop tôt pour se prononcer sur ce travail qui est encore en cours. Maintenant, pour en finir avec ce que vous disiez, est-ce que ça va dans le sens pour restaurer la paix? Il faut naturellement, vous savez, la situation, tout ça c'est un processus. C'est un processus, je vous explique parce qu'il y a un processus, c'est des activités, etc., les débuts, fin, machin. Donc je vais pas si vous pouvez nous expliquer, ne faites pas l'économie. Sur le processus. Un processus, il y a une entrée, il y a une sortie dans un processus. Et au milieu, il y a des activités. Et dans ces activités, il y en a qui font avancer le processus, d'autres qui ne font pas avancer le processus. Donc c'est ça. Pour être clair, vous parlez de qui? Donc, pour être clair. Vous désignez qui? Pour être clair. Les sujets qui est contre la paix et qui veut faire avancer la paix? Aujourd'hui, moi j'entends des gens qui demandent à ce qu'on libère M. Ayoub Tabé. Quand on reprofile ça par rapport à ce qu'on vient de voir, l'assassinat sauvage de cette compatriote-là, est-ce que vous pensez que l'État du Cameroun peut accéder à ce genre de naïveté? Ce n'est pas possible. Nous sommes là pour construire la paix. Mais la paix se construit aussi avec la justice. Comprenez, le président l'a rappelé dans le cadre de son discours du 10 septembre. Donc, aujourd'hui, il est question, effectivement, d'amener les uns et les autres à une meilleure compréhension, parce que je pense qu'il y a eu une petite glissade au niveau de la compréhension. Je pense que nos compatriotes ressortissants ou alors d'obédience anglophone le comprennent aujourd'hui. Il y a un certain nombre de choses qui ont été mises sur la table et qui, de mon point de vue, vont dans le bon sens. Parce que la paix, tout le monde est demandeur de cette paix, parce qu'effectivement, il faut que les activités économiques reprennent, que les gens repartent à l'école, etc., etc. Bref, il faut qu'on retourne à une certaine normalisation. Et je pense que ce dialogue-là était nécessaire comme point de départ dans ce processus qui sera long, bien sûr. Très bien, Moïse Esso. Oui, j'ai longuement écouté M. Emery. Je vous en remercie d'ailleurs. Oui, voilà, rappeler un peu tous les éléments de langage des gens du RDPC, la main tendue, le chef de l'État. Bon, moi ce que je note, c'est que ce dialogue n'a vraiment pas été constructif. D'ailleurs, il me semble que l'échec de ce dialogue s'indique notamment par le fait qu'au moment de la sortie du rapport, c'est comme par hasard à ce moment que M. Biya choisit pour, d'une manière très dictatoriale, parce qu'il n'y avait aucune raison que M. Maurice Kamto et les autres, ses alliés, et le jeune Jules Anama, qui est mon camarade, aient été mis en prison. Et donc, ils ont été abusivement mis en prison, ils ont été abusivement libérés aussi, dans le sens où, légalement, il n'y avait pas de raison objective, ce n'est pas une grâce présidentielle, ils n'étaient pas condamnés. Mais vous aviez demandé... Oui, bien sûr, mais vous aviez demandé... La libération des prisonniers. Tout à fait. Oui, mais monsieur, je l'ai écouté, donc bien sûr, mais quand j'ai fait sur ce plateau, quand j'ai reçu justement Madame Augusta Epagna, pour parler justement du dialogue national, avant le début, elle a exigé d'abord la libération des prisonniers. Je vais y arriver. Donc, ça veut dire que tout ça s'est fait après. Justement, je veux arriver à ça. C'est qu'on a souhaité qu'il y ait une commission préparatoire. Parce qu'un dialogue,
moi je ne peux pas, vous ne pouvez pas être dans une, je ne sais pas quelle image je peux prendre qui soit suffisamment parlante pour nos téléspectateurs. Vous ne pouvez pas avoir un problème de famille ou un problème de couple ou un problème de voisinage et puis vous décidez unilatéralement d'inviter tel et vous convoquez votre voisin pour dire on va régler le problème avec mes gens. S'il faut que ça se règle, il faut qu'il y ait une forme d'équité au minimum entre les gens qui sont autour de la table. La composition des gens invités et le fait qu'on ait même imposé à certaines commissions, il n'y a pas eu de choix. Tout ça indique bien que ce n'est pas un dialogue. M. Biya a organisé une consultation. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est une large consultation. D'ailleurs, lui-même en répondant, a parlé de débat. C'est déjà plus un dialogue. Lui-même, c'est ce mot, hein, puisqu'ils aiment bien citer ces mots. Il parlait de débat. Donc, il a consulté des gens pendant 4 jours, à qui il a dit, toi, je vais t'interroger pour telle chose, je te mets dans telle commission. Toi, je t'interroge pour telle chose, je te mets dans telle commission. Ce n'est pas un dialogue. Un dialogue signifie qu'on vient avec des positions parfois très tranchées, mais qu'on se respecte, on discute et on est soit en accord, soit en désaccord. La deuxième chose, c'est qu'on avait souhaité que les conclusions de ce dialogue puissent être souveraines. Parce que si on fait venir des gens, si vraiment le but n'est pas une consultation, mais un dialogue, eh bien, à la fin, on se met d'accord sur ce sur quoi on s'est mis d'accord ou pas d'accord. Ici, il le dit très bien, M. Biya va choisir ce qu'il veut bien prendre dans ce qui a été. Donc c'est une consultation. Quand vous consultez quelqu'un, ce n'est pas pour vous mettre d'accord avec lui, c'est pour avoir son avis et ce que vous pensez bien, vous le faites. Ce que vous ne pensez pas bien, vous ne le prenez pas. Donc ce n'est pas un dialogue, c'est une consultation. Donc tous les éléments objectifs de ce qui s'est passé pendant 4 jours s'appellent une consultation. Maintenant, comme on a demandé un dialogue, on y a mis le mot dialogue. Mais ça n'a rien à voir avec un vrai dialogue tel que nous l'avons proposé. Est-ce que cela, selon vous, peut quand même aboutir à restaurer la paix? Non, justement, parce que la preuve, et je suis vraiment, moi je le dis ici, nous dénonçons vraiment avec la plus vive énergie, on l'a d'ailleurs dit, le meurtre. Je suis par ailleurs aussi, et c'est ça le but de ce pins, si on peut zoomer dessus, qui est donc le pins que la Cameroun Patriotique Diaspora a lancé, qui est le pins du patriotisme camerounais. Donc, c'est un peu comme le petit triangle rouge, on va dire, antiraciste, et ça n'appartient pas au CPD, mais ça, c'est la preuve que nous voulons porter ce Cameroun en tant que diaspora. Eh bien, au CPD, nous avons fait un communiqué pour dénoncer cet assassinat odieux, tout comme nous l'avions fait aussi pour dénoncer l'assassinat de la femme avec son enfant sur le dos. Donc, nous pensons qu'en effet, cette consultation ne résout rien. Ça ne va rien résoudre. Parce que les personnes qui sont belligérantes sur le terrain, l'armée camerounaise continue d'agir. Les bandes armées, on a bien vu, continuent d'agir. Politiquement parlant, il n'y a aucun message qui est sorti de ce dialogue qui est de nature à faire déposer l'arme à une seule personne au nord. La libération des 333 détenus pour vous? Les 333 détenus, il n'y a pas beaucoup d'anglophones. Hein. Donc, pour la paix, ce qui nous a amené à discuter, c'est d'abord parce qu'il y a une grave crise au nord-ouest, au sud-ouest. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, si on discute de tout sauf de ça, ça ne va pas ramener la paix. Bien, écoutez, moi, on va laisser Paul. Je ne sais pas si on a vécu le même grand dialogue national. Des gens qui étaient partie prenante comme le cardinal Toumi, qui a d'abord remis un rapport de plus de 400 pages aux sorties, et qui a d'ailleurs été président d'une commission. À l'intérieur de ces commissions, il y a eu de larges débats. Je pense que pour vous, ce n'était pas une consultation dans les consultations comme vous êtes en train. Le gouvernement a consulté beaucoup de gens. Vous avez parlé, je vous ai laissé passer. Dans les commissions, ce n'était pas des consultations, c'était des débats. Peut-être qu'il y a un glissement dans vos têtes, vous n'arrivez pas à maîtriser ça. Donc, juste pour vous dire, le cardinal Toumi, qui était président d'ailleurs d'une de ces commissions, au sorti de ce grand dialogue, a manifesté son satisfecit par rapport à ça. Bien. Alors, à travers ce que vous êtes en train de dire, pour vous, la situation est bloquée, il n'y a pas de solution. Il faut revenir à un véritable dialogue national et inclusif. Justement, c'est ce qui est en train d'être fait. Rien du tout. Et peut-être que vous n'avez pas les bonnes lunettes pour le voir, mais j'ai pu vous dire que c'est ce qui est en train d'être fait. Ça fait 3 ans que vous voyez le travers. Et par ailleurs, pendant que les gens meurent. Le gouvernement, quand il discute avec un certain nombre d'interlocuteurs, vous n'êtes pas là, vous ne le savez pas. J'ai dit que ça fait 3 ans que vous voyez le travers. Je peux donc vous dire que le grand dialogue national n'est qu'une étape. Je vous ai parlé d'un processus tout à l'heure. Les discussions ont déjà été engagées. Elles sont engagées depuis, s'il vous plaît. Je vous donne une information. Avec qui elles sont engagées? Vous n'avez pas d'information. Oui, mais dites-moi, avec qui elles sont engagées? Le président récemment était en Suisse. Il était en Suisse. Il était là-bas justement pour conduire d'importantes négociations avec les sécessionnistes.
Ça, vous ne le savez pas. Ah, et quel sécessionniste? Non, mais écoutez, on va laisser finir, vous pourrez répondre. C'est pas à moi de vous le dire, mais vous n'avez pas cette information. C'est juste pour vous dire que des débats, c'est-à-dire que des discussions ont lieu tous les jours, au quotidien, avec les différents ressortissants, mais ça, vous ne le savez pas. Qui sont responsables des tueries? C'est un travail que le gouvernement mène en parallèle aussi, donc vous n'êtes pas dans qui sont responsables des tueries sur le terrain. Vous n'êtes pas dans ces commissions-là, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, juste pour vous dire que le dialogue n'a jamais été rompu, vous comprenez? Donc le dialogue se poursuit, au-delà même du grand dialogue national qui vient d'avoir lieu. Donc, tout ceci pour dire quoi à l'ensemble de nos concitoyens, c'est-à-dire que nous sommes engagés dans un processus-là qui va nous amener vers la paix. Et c'est pour ça qu'on a réuni l'ensemble de nos concitoyens sur l'ensemble de l'étendue du territoire. Les consultations ont été faites à tous les niveaux. La société civile, pour vous revendiquer, a été prise en compte. Ils sont venus, ils ont été reçus par le Premier ministre. Les diasporas? Les diasporas, elles étaient là. Du RDPC, s'il vous plaît, les diasporas étaient là. Au niveau des régions, les gouverneurs des régions sont allés avec les ressortissants des différentes régions. Chaque région est arrivée avec ses doléances, etc., etc. Donc, c'était un large débat. C'est là où c'est passé, c'est là où le gouverneur du Sud-Ouest francophone est venu déposer en français en réalité, à parler en français de ce que souhaitaient les anglophones. En fait, vous n'avez pas vraiment suivi, vous n'avez pas suivi tout ce processus-là. Beaucoup de choses vous ont échappé. Pas du tout. Je pense que c'est un travail vraiment consistant qui a été fait. À l'heure actuelle, les conclusions sont en train de... les conclusions sont sorties. Donc, d'après vous, Paul-Éric Emery, oui. D'après vous, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a une mauvaise communication qui est faite sur le travail de restauration de la paix? Non, il y a... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez qu'il y a une perception? Nous sommes sur le chemin et tous les acteurs le perçoivent bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce grand dialogue national a été mis en place. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a des doléances à court et à moyen terme. Attendons maintenant, parce que nous avons quand même des institutions dans ce pays, parce que qu'est-ce qu'a dit le président? Il a dit que l'ensemble des discussions se faisaient dans le cadre de la Constitution. Donc il y a un certain nombre de doléances qui ont été transcrites dans le rapport final. On verra, il y a des commissions qui vont être mises à l'étude pour voir dans quelle mesure ça correspond à notre Constitution, etc. etc. Et ces commissions, il y aura qui dans ces commissions? Vous le verrez. Je crois Très bien, que oui, vous souhaitiez réagir. Allez-y, vous avez la parole. Oui, d'abord, la première chose, c'est de dire que M. Emery, je vois comment il se débat pour essayer de vendre le dialogue national aux Camerounais, mais même lui-même a du mal, parce que dans le même temps, alors je relève simplement, parce que bon, je n'aime pas fonctionner comme ça, mais il aime bien indexer les contradictions. En même temps, on ne peut pas libérer Sisiko Ayouk Tabé et ses compagnons, dont notamment BBC Mancho, qui lui a été arrêté bien avant que la crise anglophone ne prenne la tournure armée qu'elle a prise et qui est toujours en prison jusqu'aujourd'hui. Eh bien, on peut les laisser en prison parce que quand on voit le meurtre de Florence Ayafor, c'est insoutenable, mais on peut discuter avec des gens qui peut-être ne sont peut-être pas impliqués là-dedans. Donc, pourquoi discuter avec certains en Suisse qui seraient, je suppose, sinon ils ne représentent rien, qui auraient une influence sur le terrain et donc qui seraient aussi co-responsables de ce qui se passe, et pas discuter avec Sisiko Ayouk Tabé. Ça veut dire qu'il y a là une contradiction flagrante dans le fait que M. Biya peut s'asseoir avec des gens qui seraient responsables de ce qui se passe et laisserait d'autres. Donc là, on voit bien que c'est du flou. Donc il y a un peu... Bon, je ferme cette parenthèse. Il n'y a pas de flou. Si, c'est une contradiction phénoménale. C'est vous qui voulez entretenir le flou. Donc c'est une contradiction. Monsieur Ayouk Tabé... Non, laissez-moi terminer. Je ne vous ai pas coupé. On va juste le laisser finir. Je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé. Il faut le rappeler ça. Oui, parce qu'on l'a kidnappé d'ailleurs d'une manière fort peu légale. On l'a kidnappé. Est-ce que vous étiez là lors de son arrestation? Par contre, concernant le fameux statut spécial du Nozo. Tout à fait. Que M. Emery, et je pas que M. Emery, c'est inscrit dans la Constitution du Cameroun. Que M. Emery, et je l'en remercie, présente comme une doléance que le chef d'État voudra ou ne voudra pas mettre en œuvre. Puisque les conclusions, d'après ce qu'il nous a informé, là, il vient de le dire, hein, les conclusions sont comme des doléances et le chef de l'État va trier. Admettons donc qu'il décide, dans sa magnanimité, d'appliquer cette disposition qui existe depuis 23 ans dans la Constitution. Il faut savoir d'abord que cette disposition, si M. Emery connaît la Constitution du Cameroun, cette disposition vient en fin d'un chapitre sur les collectivités décentralisées. Et là-dedans, il y a d'abord la mise en place de ces collectivités indépendamment d'un statut spécial, c'est-à-dire toutes telles qu'elles sont. Absolument. Avec des parlements régionaux,
avec des lois d'affectation, avec des lois de répartition budgétaire, avec des compétences qu'on leur donne spécifiquement. Tout ça n'a pas été fait depuis 23 ans. Mais on vient ajouter qu'on va donner un statut spécial, c'est-à-dire article 62, alors que depuis l'article 55, on parle des collectivités territoriales. Et on va venir, alors qu'on n'a pas mis en place, faire une fondation. On n'a pas mis les fondations, mais on vous promet qu'on va vous mettre un super étage au-dessus. En fait, tout ça, c'est du vent. Et c'est pour ça que ça ne convainc pas les anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que dans ce statut spécial, qu'est-ce qu'il y aura qu'il n'y a pas déjà dans une décentralisation normale, y compris pour les autres régions? Donc on voit bien que tout ça, c'est du pipeau. Venir faire tout un débat de 4 jours pour dire qu'on va appliquer une disposition qui existe déjà, mais pourquoi l'avoir pas fait depuis 23 ans? On va laisser juste Paul-Henri répondre vous ne voyez pas rapidement. Bien. Et je vous rappelle qu'il y a 6 textes dans notre pays qui encadrent donc cette décentralisation. Et cette décentralisation, aujourd'hui, sur le terrain, c'est une effectivité. D'accord? Aujourd'hui. Non, je ne suis pas d'accord. Écoutez, vous dites d'accord, je ne sais pas qui va dire. On prend un exemple concret. C'est vous qui le dites. Aujourd'hui, le maire dans votre ville a la possibilité de créer une école primaire sans passer par le gouvernement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et les délégués du gouvernement font Non, mais quoi? attendez, non, les délégués du gouvernement font... On dirait que vous ne connaissez pas l'administration de votre pays. Quels sont les rôles des délégués du gouvernement? Un maire, dans sa circonscription, a la possibilité de créer... Et il faut dire merci pour ça? Il a la possibilité. Il faut dire merci pour ça. C'est les lois de la décentralisation qui lui donnent cette autonomie-là. Donc c'est quelque chose de concret. Et l'argent qui va avec? Et l'argent qui va avec? Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, rapidement, on va vous laisser finir parce qu'on arrive pratiquement au terme de l'émission. Rapidement, pour la restauration de la paix, on aura l'occasion d'avoir d'autres débats sur la situation du Cameroun. Revenons sur la restauration de la paix. Pour nous, nous avons des propositions concrètes pour restaurer la paix. Très bien, on va juste laisser Paul-Henri sur cette restauration de la paix, ce qu'il faut comprendre, je l'ai dit tantôt, c'est que c'est un processus. Et nous sommes engagés dans ce processus. Et d'ailleurs, un processus irréversible dans lequel nous sommes engagés. Et je pense que nous prenons vraiment le bon chemin pour sortir de l'ornière. Puisque l'ensemble des propositions qui ont été faites, je le rappelle encore ici, vont faire l'examen, l'objet d'un examen, on va dire rapide, parce que là-dedans sont contenues des propositions qui ont trait à court terme et d'autres à moyen terme. Donc le gouvernement va travailler sereinement. Les questions seront portées dans les deux chambres, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et ensuite très bien, rapidement, les propositions concrètes. Alors nous, ce qui nous concerne, et là en tant que Stand Up for Cameroun, qui est donc la plateforme qui rassemble plusieurs organisations, dont notamment 2 partis politiques, l'UPC Manidem, le CPP, mais aussi d'autres organisations de la société civile, eh bien, et nous sommes partenaires avec le CPD en diaspora, puisque nous parlons de diaspora, nous sommes ici, nous parlons de la diaspora, enfin, c'est de là que je m'exprime. Eh bien, pour nous, la paix ne peut revenir que s'il y a d'abord restauration de la confiance. Et la confiance ne peut arriver que lorsque les actes sont forts. Parce que quand il y a une crise de confiance, comme c'est le cas maintenant entre le nord-ouest, sud-ouest et le reste du pays, ce ne sont pas des intentions qui vont ramener la confiance. Donc il faut d'abord une libération des prisonniers politiques anglophones. C'est un acte fort. C'est un acte fort. Je parle de... Ensuite, parce qu'on est vraiment pris par le temps. Oui, laissez-moi terminer. Libération des prisonniers. De m'empêcher de terminer. Ne faites pas le jeu de m'empêcher de terminer. Libération des prisonniers. Des prisonniers politiques, dont notamment ceux qui sont à Yaoundé aujourd'hui. Parce que là, ça va démontrer qu'ils ne sont pas moins soi-disant responsables que ceux qui discutent en Suisse. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument un véritable dialogue national. Ça veut dire quoi? Qu'on reprenne l'échec, les 4 jours qui ont échoué là, et qui ont été masqués par la libération des prisonniers, pour qu'on ne parle pas des conclusions. D'ailleurs, bon, on est content qu'ils soient libérés, mais ceci dit, ça reste quand même, on ne peut pas dire merci pour ça. Parce qu'il a commencé en disant merci. Quand on vole quelque chose et qu'on vous le remet, on ne dit pas merci à un voleur. Donc, il y a aussi le fait qu'il faut absolument un véritable dialogue national avec ce que nous avons proposé, comme Mme Auguste l'avait dit ici sur ce plateau il y a quelques semaines, c'est-à-dire une commission préparatoire, un dialogue souverain, c'est-à-dire que les conclusions de ce dialogue doivent s'imposer à tous. Ce n'est pas mettre la Constitution en parenthèse, mais c'est faire en sorte qu'il y ait une confiance dans ce qui va être décidé. Et alors, je le termine là-dessus. Vraiment, pour nous, tant que M. Biya est là, et je pense que ça, c'est un message clair, tant que M. Biya et son régime sont là, nous allons passer et la situation va se dégrader. Il est indispensable pour M. Biya de se mettre de côté, mais il faut vraiment une transition politique dans ce pays.
Très bien. Une Merci, transition merci politique beaucoup, Monsieur sans Moïse, Donc, Moïse Esso. un dernier mot. Rapidement, parce qu'on est arrivé au bout. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un qui a refusé de participer au grand dialogue national d'être optimiste sur les chances de celui-ci d'aboutir. Et il ne vous l'a pas dit. Ses associés du CPP, ils ont refusé d'aller au dialogue, y compris lui-même. C'est pour ça qu'il est en train de vilipender ce dialogue. Ça, on l'a compris. Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle donc Moïse Esso. Vous l'avez dit, hein, vous faites partie du PC Manidem, le CPD, mais également Stand Up for Cameroun. Et puis Paul-Éric Emery du RDPC. Je rappelle que vous êtes tous de la diaspora. Merci encore d'avoir répondu à ces quelques questions. Un dernier mot sur la diaspora. La double nationalité qu'il a promise depuis 2009 n'est toujours pas mise en œuvre. Et on va croire pour le reste. Je puis rassurer l'ensemble des compatriotes de la diaspora qu'un clin d'œil leur sera fait très bientôt. Ça, c'est sûr. Ça fait depuis 2009 qu'on attend le clin d'œil. Il ne s'ouvre toujours pas, il est resté fermé. Je vous le dis, un clin d'œil. Merci beaucoup aux téléspectateurs qui nous regardent. Merci à vous. Merci encore. Rendez-vous pour un prochain numéro pour Regard Extérieur. À très bientôt.